Donc, nous allons maintenant entendre Christine Moiville. Merci et bienvenue. Donc, vous êtes directrice de recherche au CNRS et depuis peu, donc, présidente du comité d'éthique du CNRS, le COMET. Donc, je vais vous laisser la parole également très librement, de manière à ce que nous vous entendions et que la discussion puisse articuler après vous avoir entendu. Merci beaucoup pour l'invitation. Moi, sur ce sujet de l'expertise, j'ai choisi de repartir des critiques qui ont été formulées par de nombreux collègues juristes, puisque je suis juriste de formation, des collègues qui, dès le début de la crise, ont critiqué très vigoureusement la place de l'expertise scientifique dans la gestion de la pandémie, en regrettant sa position impérialiste, je cite, en regrettant qu'on assiste à une espèce de glissement vers un gouvernement des experts, et en observant, enfin d'après eux en tout cas, que cette dérive était attestée par la création du Conseil scientifique Covid-19, et en me disant, mais il y a toute une série d'instances d'experts d'ores et déjà existantes, le Haut Conseil pour la santé publique, la Haute Autorité de Santé, Santé publique France, etc. Que va-t-on donc créer une nouvelle instance qui plus est au plus près du sommet du pouvoir, puisque vous le savez, les membres du Conseil scientifique sont nommés par décret du président de la République, un peu à la façon des conseillers du prince, donc, et d'où l'inquiétude du gouvernement des experts. Alors, c'est vrai qu'à ce jour, la critique, elle s'est un peu tarie, même si on y est revenu un petit peu tout à l'heure avec Pierre Ouzoulias, mais elle a été en même temps si vive et elle pose des questions que je pense vraiment si importantes sur la place, sur le poids que notre société entend accorder aux experts, que j'ai donc choisi d'y revenir. Il ne s'agissait pas de les balayer d'un revers de main, puisque elle s'appuie sur des interrogations qui ne sont pas nouvelles, mais qui sont assez légitimes, et on sait bien que s'il y a une espèce d'idéal type selon lequel, normalement, l'expert éclaire, puis ensuite le politique tranche au regard des expertises, la réalité est en fait un petit peu plus compliquée que ça, que d'abord le temps du scientifique et le temps du politique ne sont pas les mêmes, que ensuite les liens entre experts et décideurs peuvent être un peu ambigus. Le politique peut être tenté d'utiliser l'expertise comme un alibi ou de se défausser sur les experts, en tout cas d'instrumentaliser certaines expertises. Et d'ailleurs, la crise du Covid n'a pas échappé à ce constat, puisque d'emblée, le Conseil scientifique Covid-19 a été à l'évidence mis en scène par le gouvernement. Ça a été remarqué par de nombreuses personnes. Un gouvernement qui a vraiment glorifié la science, dit qu'il s'appuierait sur les blouses blanches, etc., etc. Et d'ailleurs, le Conseil scientifique non plus n'a pas échappé à une certaine ambivalence, puisque d'un côté, il insistait beaucoup dans ses avis et ses alertes sur le fait qu'il n'était pas là pour décider, mais simplement pour éclairer. Et en même temps, on pouvait lire dans certains avis un certain nombre de recommandations qui se situaient davantage sur le registre prescriptif que sur un registre de simple éclairage. Voilà, donc il ne s'agit pas de dire que les critiques, encore une fois, qui n'étaient pas légitimes de s'interroger, étant donné la complexité des relations en général entre experts et politiques. Mais en l'occurrence, il me semble que celles qui ont été formulées à l'occasion de la crise étaient assez fragiles. Je passe rapidement sur la critique du principe même de recourir massivement à l'expertise, parce qu'elle a été bel et bien formulée par un certain nombre de mes collègues qui voyaient une forme d'asservissement du politique à l'éclairage scientifique, et c'est d'ailleurs assez intéressant de constater que parfois c'était les mêmes qui, s'agissant du changement climatique par exemple, fustigeaient le gouvernement d'ignorer les avis scientifiques. D'un point de vue juridique, il faut quand même rappeler que quand des risques pour la santé sont en jeu, et pas seulement pour la santé d'ailleurs, s'appuyer sur l'expertise scientifique, c'est un prérequis de l'action publique, et que l'État peut engager sa responsabilité, a déjà engagé sa responsabilité dans de nombreux cas, quand il ne s'est pas donné les moyens de construire la connaissance, en quelque sorte, sur un sujet donné. Qu'est-ce qu'il faut penser ensuite de l'argument selon lequel la création du comité scientifique, en plus des comités existants,
bafoue l'état de droit et institue une espèce d'état parallèle, puisque c'est ce qui a été dit par un certain nombre de collègues juristes. Là, il me semble que c'est très exagéré et que la création d'une telle instance d'experts, elle pouvait bel et bien se justifier à la fois par un besoin de connaissances hyper spécialisées, hein, dans des domaines où elles étaient très éparses, voire presque inexistantes, mais aussi par un souci que les instances existantes qui étaient placées sous la tutelle du ministère de la Santé soient coordonnées, organisées par une instance réactive qui était placée près du sommet de l'État. Et d'ailleurs, c'est comme ça que beaucoup de pays ont fonctionné, pas tous, c'est sûr, mais beaucoup d'entre eux, et que la France elle-même, au moment de l'épidémie de grippe H1N1 en 2008, avait fonctionné elle aussi, puisqu'elle avait mis en place un comité de lutte contre la grippe, et personne, à ma connaissance, n'avait à l'époque trouvé à y redire. Quant à l'argument selon lequel les experts ont remplacé le politique hein, pour former un gouvernement des experts, je dois dire que je suis assez circonspecte et de ce point de vue-là, je ne suis pas complètement en accord avec ce qui était dit précédemment par Pierre Ouzoulias, même si à l'évidence on peut identifier au tout début une tendance du politique à placer ses pas dans celui des experts. On voit en fait que très rapidement les choses changent et que loin de calquer ces décisions, vous m'entendez ou pas? Parce que visiblement quelqu'un n'a pas de son. Écoutez, moi je vous entends très bien. Bon, Oui, voilà, on vous entend. pour ceux qui me répondent. Donc en fait, très rapidement, on s'aperçoit que très rapidement, il a fait le job en quelque sorte du politique, c'est-à-dire mettre en balance, faire des arbitrages, bien ou mal, c'est pas la question qu'on se pose ici, mais en tout cas, il me semble qu'il s'agisse de la réouverture des écoles, qu'il s'agisse de décider d'un deuxième confinement ou pas, il est loin d'avoir été exproprié par les experts. Et je crois qu'en réalité, à travers le procès qui a été fait, ce qui est en cause, et ça a été très bien dit tout à l'heure par Pierre Ouzoulias, plutôt qu'un pouvoir donné aux experts, c'est le décentrage des relations de pouvoir politiques, je dirais, auquel on a effectivement assisté, avec d'un côté un Parlement qui est normalement l'interlocuteur traditionnel, régulier du gouvernement, qui s'est effectivement trouvé délaissé, limité dans son rôle de contrôle, et puis de l'autre côté, des scientifiques qui ont été plus que jamais plus que jamais consultés, plus que jamais mis en majesté sur la scène publique. Et c'est vrai que c'est heureux que depuis la loi du 15 février 2021, qui prorogeait l'état d'urgence, qui a prorogé l'état d'urgence, eh bien, les commissions parlementaires puissent désormais consulter le comité scientifique. Et je pense que c'est plutôt ça qui est en jeu. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas néanmoins des enseignements à tirer de cette crise en ce qui concerne le sujet d'aujourd'hui, l'expertise, mais à mon avis sur d'autres fronts que ceux qui ont beaucoup mobilisé mes collègues, et je donnerai simplement 3 exemples. D'abord, il y a quand même un sujet organisationnel de conception et de coordination d'expertise en temps de crise. Et je pense que c'est important de le dire parce que cette crise, ce n'est pas la dernière et donc il faut préparer l'avenir. La question, c'est créer un comité scientifique ad hoc, pourquoi pas, on l'a dit tout à l'heure, mais quel rôle exact en attend-on dans l'écosystème des instances existantes, qu'est-ce qu'on veut lui faire jouer comme rôle? En réalité, il y a un vrai flou sur ce point, puisque au-delà de la loi qui a créé le comité scientifique, eh bien, aucun décret, aucun arrêté n'est venu préciser les missions exactes du conseil scientifique, et surtout la manière dont ces travaux s'articulent avec ceux des autres instances. Est-ce qu'il est là pour organiser? Est-ce qu'il est là pour coordonner? Est-ce qu'il est là pour fluidifier l'information? Est-ce qu'il est là pour chapeauter? Pour piloter simplement, enfin bref, qui fait quoi? Avec comme enjeu majeur, me semble-t-il, d'utiliser au mieux les experts sans redondance et en même temps sans trou dans la raquette, comme on dit, et sans que certains d'entre eux se sentent contournés ou désavoués. C'est un peu gênant tout de même, ça a été un tout petit peu dit tout à l'heure par Frédéric Coulet, je crois, que ce soit seulement à l'issue de concertations informelles entre les présidents des différentes instances
que le champ d'intervention des uns et des autres, donc conseil scientifique d'un côté, au Conseil de la santé publique de l'autre, HAS, etc., ait été décidé et que du coup la chose reste informelle et ne soit pas opposable au gouvernement, du coup reste libre de saisir indifféremment le conseil scientifique ou une autre instance. C'est un peu gênant aussi que du coup, le ministère de la Santé est saisi, par exemple, dans des termes pratiquement identiques et au même moment, sur plusieurs sujets, le Conseil de la santé publique et le Conseil scientifique. On pourrait donner de très nombreux exemples comme ça qui montrent que si la création d'une expertise ad hoc, encore une fois, ne me semble pas poser de problème particulier, de principe en tout cas, il y a vraiment une difficulté de mise en œuvre concrète de l'expertise qui me paraît devoir être repensée si on ne veut pas qu'à l'avenir, cela nuise à une intervention efficace et cohérente de l'État. Une autre interrogation importante qui a déjà été formulée par beaucoup d'observateurs, elle concerne la notion même d'expertise. Et la question de savoir si l'expertise est forcément adossée à des sciences dures, épidémiologie, virologie, etc., ou bien si, dans l'éclairage des décisions à prendre, il y a une place pour des expertises de sciences humaines et sociales, et puis pour des expertises de terrain, des expertises profanes en quelque sorte. Et comment on les prend en compte. On sait, c'est maintenant un acquis, je crois qu'il y a vraiment, tout le monde partage cette idée, que ces expertises-là, elles sont clés, notamment en matière de santé, de démocratie sanitaire, et combien c'est utile d'avoir dans les conseils scientifiques des gens de SHS, dès lors qu'il s'agit de questions d'observance des mesures, ou bien qu'il est question de fragilité socio-économique de certains, etc., etc. Et combien c'est utile aussi de donner la parole aux citoyens. Donc ça a été beaucoup dit et redit, et j'adhère tout à fait à ça. Et c'est vrai que ça n'a pas été suffisamment fait pendant cette crise. La question pour moi, c'est, là encore, c'est celle de l'organisation même d'une telle expérience démocratique en temps de crise aiguë. Maintenant, on est rentré en quelque sorte en période de routine, de maladie chronique, mais en période de crise aiguë, alors même que beaucoup ont fustigé l'absence de démocratie sanitaire, comment fait-on, comment s'y prend-on quand il n'y a pas d'organisation d'associations de patients, quand les patients pardon, ne sont pas encore organisés en association. Il n'y a aucun doute, encore une fois, sur le fait qu'il faille réfléchir à cette démocratie sanitaire et lui donner de la place. Mais comment fait-on concrètement? Il me semble que c'est absolument indispensable, plus indispensable de réfléchir à cette question, à la question du gouvernement des experts. Et puis un troisième point qui me paraît important, c'est de revenir sur la notion même d'expert. Parce qu'on l'a tous remarqué, beaucoup de gens se sont autoproclamés experts pendant cette crise, des politiques qui ont vanté les mérites de la chloroquine, des sociologues qui se sont prononcés sur ce qu'ils ont considéré être les graves effets indésirables des vaccins, etc., etc. Et il me semble que dans la cacophonie et dans l'espèce de brouhaha qui ont caractérisé cette crise, il n'est pas inutile de rappeler que l'expert, c'est celui qui délivre un savoir dans un domaine où il est compétent et sur la base d'une démarche scientifique. Et d'appeler chacun à une espèce de rigueur et d'autocontrôle dans la matière, en la matière, comme l'a fait le comité d'éthique du CNRS et la direction du CNRS, comme l'ont fait donc le COMETS et la direction du CNRS il y a quelque temps. C'est passé pour une démarche moralisatrice et centralisatrice, mais je crois qu'en tout cas sur le fond, ils ont eu raison de rappeler ce qui me paraît être une évidence quand on parle d'expertise. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté et je suis prête à répondre à vos questions. J'espère que vous m'avez convenablement entendu. Merci beaucoup pour cette intervention. Alors, je vais peut-être réagir à votre propos avant qu'il y ait un échange et une discussion et des questions, certainement, puisque je suis aussi juriste et que, comme vous, j'ai remarqué qu'une partie de la doctrine se lâchait très largement sur la question de la gestion de la crise sanitaire et l'utilisation de l'expertise scientifique dans ce contexte.
Alors, je partage votre surprise à certains égards, enfin, je partage votre position à certains égards. Je voudrais quand même essayer d'expliquer un certain nombre d'éléments pour tous les personnes qui assistent à ce séminaire et qui ne sont pas juristes et qui ne participent pas à ce débat d'idées. Je crois qu'il y a deux éléments extrêmement importants qui pèsent dans la manière dont l'utilisation de l'expertise scientifique dans la gestion de la crise sanitaire a été très vivement critiquée. C'est le premier élément qui a pesé, à mon avis, c'est l'utilisation de l'état d'urgence sanitaire, avec donc un nouveau cadre juridique créé pour faire face à la crise sanitaire, alors même que nous sortions tout juste de l'état d'urgence, et qu'il y avait déjà chez les juristes un débat autour de la trop longue durée des états d'urgence. Donc ça, je pense qu'on ne peut pas isoler complètement la question de l'utilisation de l'expertise scientifique dans le cadre de la crise Covid-19 sans avoir à l'esprit qu'il y avait déjà une très vive critique à l'égard de la manière dont l'état d'urgence était utilisé sur des périodes extrêmement longues pour faire face à des attentats terroristes, et puis ensuite était suivi par des temps qui étaient marqués par une modification du droit de droit commun, c'est-à-dire du droit hors état d'urgence. Donc ça, je pense que ça a beaucoup pesé et ça fait l'objet de critiques de la part d'un certain nombre d'auteurs dans le champ des libertés publiques, disant que finalement on était en état d'urgence permanent. Et, et sans être hostile par principe à l'utilisation de l'expertise scientifique, on peut en effet s'interroger sur la temporalité. Combien de temps l'état d'urgence sanitaire doit-il durer? Est-ce qu'il est bien nécessaire de le faire durer autant? Ça, ce sont de vraies questions. Pour ce qui est de la glorification de la science, je trouve qu'elle a eu des éclipses quand même, et la manière dont les avis du conseil scientifique ont pu connaître un certain retard à la publication à avoir avec ces éclipses. Ce que je veux dire de manière générale, c'est que la question des libertés n'a pas forcément toujours été bien pensée. Et ça, on le voit quand on s'intéresse aux avis qui ont été émis, non pas par des organes de l'éthique, mais par les organes des droits de l'homme. Par exemple, la Commission nationale consultative des droits de l'homme, très rapidement, a alerté sur la situation de certains territoires très vulnérables, faute d'avoir des infrastructures suffisantes pour faire face à une crise telle que celle-ci. Je pense en particulier à la Guyane et à Mayotte, qui ont connu une situation très difficile à certains moments de la crise. Et je ne crois pas du tout qu'on puisse éluder la question des libertés. La France n'a pas fait de déclaration au titre de l'état d'exception dans le cadre du pacte des Nations Unies sur les droits civils et politiques. Elle ne l'a pas plus fait dans le cadre de la Convention européenne des droits de l'homme. D'autres États l'ont fait. Ce serait intéressant de comprendre pourquoi la France ne l'a pas fait et pourquoi elle n'a pas jugé utile de s'expliquer dans ce contexte. Et puis le deuxième élément, c'est qu'on ne peut pas nier, me semble-t-il quand même, qu'il y a eu une rupture, enfin une remise en cause de l'équilibre des pouvoirs, alors que l'on peut très bien comprendre dans les premiers mois de la crise, où il a fallu faire face à une crise dans un état d'impréparation et d'ampleur de la crise qui était considérable, mais qu'on comprend moins maintenant. Le gouvernement Conseil de défense, c'est un gouvernement qui permet aussi d'appliquer le statut du secret défense aux informations qui circulent en cas de ce conseil. L'information correcte du Parlement, c'est quand même ce qui participe de l'équilibre des pouvoirs. Donc je pense que sur ces questions-là, il y aurait vraiment des choses à améliorer considérablement quand même. Voilà. Oui, absolument tout à fait d'accord avec vous sur les deux points. Sur le premier, c'est sûr qu'il y a une tendance manifeste depuis quelques décennies et surtout depuis quelques années à faire de l'urgence le temps normal du politique. Donc les états d'urgence se pérennisent et effectivement c'est un problème, et c'est clair que cette idée-là, cette réalité-là était en toile de fond des critiques que j'ai rappelées.
Mais enfin, ça n'en condamne pas pour autant la mise en place d'un conseil scientifique ad hoc, me semble-t-il, pour les raisons que j'ai rappelées, mais peut-être pas à ce moment-là, c'est-à-dire de nécessité vraiment d'aller vite, de réactivité, d'agilité, de réunir un savoir scientifique dans un contexte quand même, un savoir scientifique particulier dans un contexte tout à fait exceptionnel. Je crois que vraiment on se trompait de cible si on voulait fustiger l'état d'urgence, que je comprends très bien, et la base juridique sur laquelle il avait été mis en place. C'était une mauvaise cible que d'attaquer le conseil scientifique. Ça, c'est un premier point, me semble-t-il. Et je précise que le conseil scientifique, théoriquement, il est provisoire. Hein, il ne dure que le temps de l'urgence sanitaire. Donc, il se trouve qu'effectivement, il dure, mais il n'a pas vocation à être pérenne. Et puis, sur la question des libertés, tout à fait d'accord avec vous. Moi, là où je vous rejoins, c'est que je pense qu'il y a eu un problème de... Enfin, je pense que si le gouvernement s'est plutôt assez bien tiré pour expliquer ses décisions au regard de l'incertitude scientifique. Enfin, je trouve intéressante la manière dont le gouvernement, peut-être pour la première fois, mais d'ailleurs ce n'est pas propre au gouvernement français, on l'a aussi beaucoup vu dans les États étrangers, montrer la difficulté de prendre des décisions politiques en contexte d'incertitude scientifique, le fait d'être sur un chemin de crête, de montrer comment la décision politique, en quelque sorte, peut s'apparenter à un pari en situation d'incertitude profonde. Là, je trouve que les choses ont été plutôt assez bien dites. En revanche, il y a une chose que je trouve très manquante, et je vous rejoins complètement sur la question des libertés, c'est toute décision politique doit être clairement motivée. Et toute décision politique qui s'appuie sur un avis d'expert devrait dire, ben voilà, les experts en l'état des connaissances aujourd'hui nous disent ceci, cela. Voilà les autres considérations qui entrent en jeu, parce qu'évidemment l'expertise scientifique ne nous dit rien de ce qu'il convient de faire. Mais voilà, les autres considérations économiques et en termes de liberté qui entrent en jeu. Et voilà pourquoi moi, in fine, je prends cette décision. Ça, je pense que c'est vraiment une chose qui a beaucoup manqué, la motivation des décisions politiques pendant cette crise. Quant à la remise en cause de l'équilibre des pouvoirs, entièrement d'accord avec vous, peut-être que vous ne m'entendiez pas, en fait, pendant ce moment-là, mais je vous rejoins tout à fait pour dire que, en fait, pour moi, plutôt qu'un problème de pouvoir exorbitant donné aux experts, le problème, c'est le décentrage des relations de pouvoir classiques. Et encore une fois, tout à fait d'accord pour dire que le Parlement a été beaucoup trop mis sur la touche. Il s'est aussi auto-mis sur la touche à certains égards, en tout cas au début de la crise, si j'ose dire. Alors, le fait qu'il y ait eu un des premiers clusters au sein de l'Assemblée nationale n'est probablement pas étranger à la chose, mais je pense que ce qui explique aussi le fait que le Parlement, et notamment l'Assemblée nationale, ait été finalement assez peu impliqué, c'est ce que disait tout à l'heure Pierre Ouzoulias, c'est-à-dire le manque de culture scientifique du Parlement. Et je suis d'accord avec vous, il y a 20 ans, le Parlement était bourré de médecins. Alors après, est-ce que les médecins sont des scientifiques? Est-ce que la médecine est une science ou plutôt un art? Ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, aujourd'hui, la donne s'est inversée. Et c'est vrai qu'il y a, par rapport au Parlement du Royaume-Uni, par exemple, au Parlement anglais, pardon, une vraie différence entre la culture scientifique des parlementaires français et celle des parlementaires anglais. Donc, voilà, ce bémol près, je vous rejoins tout à fait. Ça rejoint, enfin la question que vous évoquez rejoint une remarque qui a été faite pendant la crise sur la formation des élites en France et à l'étranger. Hein. La formation scientifique d'Angela Merkel a été mise en avant là où en France le personnel politique est formé dans des écoles spécifiques et n'a pas de formation scientifique de base universitaire. Voilà. Alors, je crois que Christophe Rogier voulait faire une remarque en forme de question, je ne sais pas trop. Peut-être que le plus simple est qu'il prenne la parole s'il nous entend, parce que la remarque est assez longue et donc autant entendre quelques voix autres que les nôtres. Bon. Bonjour, Christophe Rogier, merci. Je prends la parole, je ne m'attendais pas, mais oui, j'ai un parcours de chercheur.
pour moi, l'expertise, elle se forge par la recherche. On ne peut pas être expert sans avoir contribué à l'avancée de la connaissance et donc faire de la recherche. Et ça renvoie à comment la recherche peut être organisée et évaluée et valorisée. Dans le champ qui nous concerne, et c'est un peu le débat qui était pour la liberté et ce genre de choses, un vrai défi était de faire adhérer la population à différents types de mesures pour se protéger, quelles que soient les orientations qui étaient faites. Et en France, nous avons certes des psychologues, des sociologues, mais finalement, dans les sciences du comportement, assez peu de personnes qui vont jusqu'aux essais, et alors que dans d'autres pays, je pense à la Grande-Bretagne, à l'école de Londres en particulier, il y a des choses qui sont extrêmement développées dans ce domaine-là. Je pense qu'en France, nous avons un énorme déficit. On est très observationnel, on ne va pas à l'essai, on n'essaye pas de comprendre qu'est-ce qui va faire que les meilleures pratiques en santé peuvent être adoptées par les gens, dans le respect de leur liberté, j'entends bien le dire. Voilà. Et donc la deuxième question que j'allais envoyer, pour moi, le fait qu'il y ait un défaut de démocratie sanitaire, qui était pourtant promu par le Conseil scientifique, Jean-François Delfrécy, etc., en reparle régulièrement, en tout cas dans les avis du Conseil scientifique, c'était bien marqué à plusieurs reprises, encore récemment, et bien le fait qu'il y ait un défaut de démocratie sanitaire, que ce soit au niveau du Parlement, mais aussi au niveau des instances qui existent, au niveau des territoires pour la gouvernance sanitaire, et bien ça, pour moi, de mon point de vue, il me semble que ça a contribué, d'une part, au défaut d'adhésion à ce qui était décidé par en haut, et pas forcément comprise et pas justifiée, comme notre représentatrice vient de dire, et aussi a fait perdre très probablement, il me semble, de la confiance. Moi, dans ma pratique quotidienne en prévention, j'ai beaucoup de personnes qui me déclarent « je ne suis pas contre les vaccins, mais je suis contre ce vaccin-là parce que je suis contre le gouvernement ». Et c'est bien l'enjeu de l'autorité qui se place ici. Je voulais juste apporter ce témoignage-là et cette perspective-là. Et de mon point de vue, s'il y a un axe aussi à développer, c'est bien toutes ces sciences du comportement. Si on va, la santé, c'est d'abord des comportements. Hein. La prévention qui nous manque tant, c'est bien d'abord des changements de comportement, des prises de décision individuelles, prises de décision des politiques. On est bien dans le comportement, dans les décisions politiques. Eh bien, je pense que dans les prises de décision et dans les comportements, ça devrait faire l'objet d'un financement bien plus important de la recherche. Et là, ça peut être de la recherche la plus fondamentale à la plus opérationnelle, y compris à l'échelle d'une commune ou d'une petite collectivité. On peut faire des essais, qu'est-ce qui va fonctionner, qu'est-ce qui ne va pas fonctionner, pour entraîner l'adhésion par rapport à tel et tel comportement. Comment faire porter des masques dans une entreprise. J'étais confronté à ce genre de sujet en mars 2020, donc très tôt. Eh bien oui, on peut trouver des solutions. Mais encore faut-il connaître les bases, et notamment le respect de la liberté des individus, jouer avec, en tout cas, quand je dis jouer, c'est pas manipuler, c'est prendre en compte cet aspect-là, du fait que les gens sont des adultes et non pas infantilisés. Ça, vraiment, c'est la démarche qui casse tout et qu'on risque, je pense, de payer durablement. Voilà ce que je voulais dire. En tout cas, merci infiniment de ce webinaire. Oui, je pense que vous avez tout à fait raison. Et effectivement, comme dès qu'il y a, et c'est le cas dans cette crise, des questions d'observance des mesures qui peut être très différentes d'une catégorie socio-professionnelle à l'autre, notamment. Et bien, il est absolument indispensable d'avoir des chercheurs qui travaillent sur ces questions, effectivement. Ou plutôt d'avoir des experts qui travaillent sur ces questions, ce qui suppose en effet qu'on finance des recherches sur ces mêmes questions. Donc ça, tout à fait d'accord avec vous. Moi, j'ajouterais que, après, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas vraiment approfondi le sujet, mais il me semble qu'il y a vraiment un retour d'expérience à faire sur, vous disiez, pourquoi est-ce que le conseil scientifique, alors même que le conseil scientifique a suggéré à plusieurs reprises et finalement assez tôt de créer un comité de citoyens, la chose n'a pas été mise en place. Pourquoi est-ce que la conférence nationale de santé, qui pourtant est un pilier en matière de démocratie sanitaire, a également lancé des ballons d'essai, si j'ose dire, et qui ont fait pchit, si j'ose dire aussi. Là, il faudrait travailler davantage la question. Je pense que c'est indispensable pour la suite. Et inversement, je crois qu'il serait intéressant aussi de regarder comment les premières conférences de citoyens qui ont été organisées sur le sujet, je crois qu'il y en a une à Grenoble, une à Nantes, sur la politique vaccinale notamment, ont porté leurs fruits. Je crois qu'elles ont très bien fonctionné, comme la plupart des conférences de citoyens, avec au bout du compte des avis rendus très mesurés, très
assez intelligents finalement, mais qu'est-ce qu'on en a fait de ces avis? Voilà, je crois que sur tout ça, il faut vraiment qu'on avance et qu'on se pose la question de savoir comment, en situation de crise, on utilise et on maximise l'utilité de tous ces outils qui me paraissent effectivement très importants. Avant peut-être de passer la parole à Jacques Bordet, qui a fait un très très long texte, et ce serait aussi simple qu'il intervienne à l'oral pour dire tout ce qu'il a écrit. Je voudrais dire quand même que sur la question de la confiance, qui est naturellement essentielle, on le voit bien avec la vaccination aujourd'hui, l'épisode des masques au début de la crise a été absolument calamiteux, dans la mesure où il y a eu pendant un temps une communication gouvernementale qui était tout de même extrêmement en décalage avec la réalité. Et il y a eu un certain nombre de rapports parlementaires, hein, aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, qui ont repris cette question des masques, mais aussi la question du vaccin, etc., en confrontant l'information disponible sur le plan national et l'information dont on disposait du côté de l'Organisation mondiale de la santé, par exemple, en essayant d'expliciter la difficulté qu'il y avait à prendre une décision politique à ce moment-là. Et on comprend bien que jusque très tard, l'Organisation mondiale de la santé a été assez indécise sur la question des masques y compris, alors même qu'il y avait une parole politique qui était là pour le coup très peu fondée sur une expertise scientifique. Donc il y a aussi des effets retours de ce genre de choses, me semble-t-il. Je suis d'accord, mais je pense que l'effet retour, il est beaucoup plus profond que ça. C'est-à-dire que je pense que la défiance à l'égard des politiques, elle trouve ses racines dans des affaires, ben, s'agissant des questions qui nous occupent là, l'affaire de l'amiante, enfin de très nombreuses affaires où les instances d'État en matière de santé n'ont pas toujours fonctionné selon les règles qui sont celles de l'expertise précisément, donc la transparence, l'indépendance, l'absence de conflit d'intérêts, etc., etc. Donc je pense que pour toute une série de raisons, c'en est une, mais d'autres, la défiance, effectivement, bah, elle s'exprime à des moments charnières comme celui qu'on est en train de vivre. Je voudrais juste dire, mais j'espère que ce n'est pas moi qui me trompe, que Pierre Ouzoulias disait tout à l'heure que la science faisait l'objet d'une défiance toute particulière, plus encore que les politiques. Je crois qu'il se trompe. Hein. Je pense au contraire. Les politiques, et tant mieux, bénéficient d'un capital de confiance qui est beaucoup plus élevé que celui des politiques, hormis les maires et tous les hommes politiques de grande proximité. Voilà. D'accord. Alors, est-ce que Jacques Bordet souhaite intervenir oralement? Je peux dire un mot, oui. Vous m'entendez? Voilà, je ferme mon micro. Oui, bonsoir Christine, ravi de t'entendre et de te voir. Oui, je pense que l'expertise qui consiste généralement à dire aux politiques ce que la science peut dire d'après les connaissances déjà connues, c'est très différent de l'expertise qui consiste à dire, voilà, on n'a pas la solution au problème, donc il faut faire tel type de recherche et tel type de recherche en priorité. Ce qui est un problème éthique de choisir de faire des vaccins plutôt que de faire des remèdes ou de faire autre chose, ou de choisir tous azimuts. Donc, il ne faut pas mélanger, dans le mot science, il y a l'ambiguïté, on parle de science en général, des scientifiques, mais il ne faut pas mélanger la science déjà connue, déjà établie, des connaissances déjà établies, et la recherche qui est ce qu'on doit faire pour résoudre le problème. Et en cas de crise comme le corona, eh bien, on n'avait pas les connaissances. Le plus important, c'était la recherche à faire pour faire face à une nouvelle maladie. Et donc, les experts à qui on demandait qu'est-ce que la science peut dire, c'était une question un peu bâtarde par rapport à la question quelle recherche il faut faire en priorité, sur laquelle il y a aussi un problème de décision politique, bien sûr. Donc, la nuance est importante, à mon avis, pour savoir de quoi on parle, ce qu'on reproche aux scientifiques et ce qu'on voudrait qu'ils disent. Le scientifique, en général, il n'aime pas dire un truc qui pourrait être faux,
même si on le questionne sur l'éruption d'un volcan, il va souvent dire voilà ce qu'on sait, il y a une probabilité de temps, mais donnez-moi de l'argent et dans 5 ans, vous aurez une meilleure réponse. Il faut faire de la recherche. Ok. D'accord, nous vous remercions. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou d'autres questions après avoir entendu Christine Noivy, avant que nous entendions notre dernier intervenant? Alors non, semble-t-il, je réagis simplement au commentaire qui est fait sur le chat par Christophe Rogier. Je pense que pour ce qui est de l'Organisation mondiale de la santé, bon, les manques de l'organisation ont été soulignés depuis depuis le début de la crise, et notamment les insuffisances du système d'alerte qui a été mobilisé au début de la crise pour déclarer l'urgence de santé publique de portée internationale. Bon, il y aurait beaucoup à dire hein, d'ailleurs là-dessus parce que finalement l'OMS a à peu près fait ce qu'elle était en devoir de faire. Il y a peut-être eu un petit peu de retard, mais pas tant que ça. Et quand on regarde la documentation, je l'ai fait pour rédiger un article sur le sujet, on constate que dès la fin du mois de janvier, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré l'urgence de santé publique de portée internationale, et que ça n'est que lorsque, au mois de mars, elle a déclaré l'état de pandémie, que les États ont finalement commencé à mettre en œuvre des mesures d'ampleur, en particulier en Europe. Or, l'obligation qui pèse sur l'Organisation mondiale de la santé, c'était de déclarer l'urgence de santé publique de portée internationale. Il n'y a pas de cadre juridique particulier pour la déclaration de pandémie. Donc, on voit bien dans tout ça qu'il y a un rapport qui peut avoir quelque chose d'un peu irrationnel entre le droit et les réactions, puisque ce qui devait s'imposer juridiquement, c'était la déclaration d'urgence santé publique de portée internationale, et ce qui a marqué une réaction de la part des États, c'est la déclaration de pandémie. Donc ça, c'est une remarque. Il y a des recherches qui sont menées en lien avec l'OMS qui, malgré tout, ont une certaine crédibilité et qui ne sont pas directement influencées par les gouvernements. Donc il y a des, enfin il y a une complexité autour de l'OMS dont il est dit d'ailleurs aujourd'hui qu'elle doit faire l'objet d'une grande réforme dans la mesure où elle n'a pas les moyens pour faire face à une telle crise sanitaire. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. On est tous d'accord là-dessus et je crois qu'on sera tous aussi d'accord pour dire que la réforme, elle doit aussi s'attaquer à l'instrumentalisation de l'expertise de l'OMS parce que c'est vraiment devenu une caisse de résonance des tensions politiques et en particulier de l'espèce de guerre froide sino-américaine qui pose vraiment problème s'agissant d'une instance qui a quand même un rôle clé en termes d'alerte, de création constitution d'une expertise internationale, etc., etc. Donc, ça existe pour d'autres instances comme l'UNESCO, hein, c'est bien connu, mais voilà, s'agissant de l'OMS, c'est quand même particulièrement problématique que cette arène scientifique soit investie autant par les tensions politiques. Oui, alors on le voit aujourd'hui avec les deux schémas qui sont envisagés et qui sont en discussion. Soit réviser le règlement sanitaire international qui repose sur un modèle un peu rudimentaire d'expertise. Hein, c'est pas une injure de dire ça. Le comité de suivi est un organe qui doit répondre à une question est-ce qu'il y a urgence en santé publique de portée internationale ou pas. Donc c'est assez rudimentaire comme mode de fonctionnement. Ou bien évoluer vers une convention cadre de lutte contre les pandémies qui serait beaucoup plus ambitieuse. Mais là, il y a assez peu d'États qui sont prêts à soutenir une telle convention. Hein. Donc, on retombe toujours sur les mêmes problématiques, finalement. Voilà. Voilà, ben, je voudrais vous remercier, hein, Christine Noivy, de votre intervention. Alors, vous restez avec nous.